Madame, monsieur, bonjour. Pour ce Terre de Foot, vous allez avoir droit à un spécial Maradona de 75 minutes, sa vie, son œuvre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a repris la compétition en ce début de mois avec sa nouvelle équipe, les Newell's Old Boys de Rosario. Mais nous allons nous projeter un petit peu dans l'avenir, supposons que nous sommes en, je sais pas moi, 95, 96, 97, enfin bref, au moment où Diego Armando Maradona arrête, et cela définitivement, sa carrière de footballeur. Il lâche les crampons, comme l'on dit, et là il va avoir une dernière parole un petit peu bizarre, complètement étonnante, et nous allons enquêter, et en fait, l'histoire commence. 179. 179, ça veut dire quoi ça? Dernière parole de foot, 179, ça veut rien dire. Pour le 79, là, c'est l'année où je l'ai fait. Pour le 79, là, c'est l'année où je l'ai fait. C'est le premier reportage, mais le 100, je vois vraiment pas. Là. Et Argentina Junior, tout ça, c'est... Tu crois qu'il se souvient de toi? Non. 179, ça pourrait être le nombre de jours. Non, mais et puis il manque le 100. Non, ça pourrait être le nombre de jours qu'il a passé sans toucher un ballon, sans faire un match. Ah ouais, la suspension. La suspension, ça a dû le marquer, ça a dû le marquer. Ou le nombre de voyages qu'il aurait pu faire entre l'Argentine et l'Europe. Les vrais et ceux qu'on ne connaît pas. Ouais, tu crois qu'il les a comptés, tout ça? Non, mais c'est possible. Tiens, à propos de voyage, si on refaisait le vrai voyage, le voyage qui part de son enfance, Buenos Aires, jusqu'à la fin de sa carrière, en passant bien sûr par l'Europe, Barcelone, Naples, Séville. Et en retrouvant sur place tous les gens qui l'ont connu et qui, eux, doivent savoir la... Racontons son histoire. Ah, on va partager. Il s'appelle Diego Maradona, mais ce n'est pas celui que vous imaginez, non. Il s'agit de son père, que l'on surnomme aussi Don Chitiro. Don Chitiro descend le Rio Paraná, il quitte la province de Corrientes pour s'installer à Buenos Aires. Il y arrive un beau matin, accompagné de ses enfants et de sa femme, Doña Tota. Ce n'est pas dans ce Buenos Aires-là qu'il trouvera son refuge, mais dans un bidonville situé bien plus au sud. Ici, à Villa Fiorito, Don Chitiro et sa petite famille vont bientôt découvrir leur maison. Pas d'eau, pas d'électricité, une pièce en tout et pour tout, cette maison, la voici. Pourtant, à Villa Fiorito, malgré cette misère, les enfants semblent heureux. Ils sont tous fous de football, et comme les terrains vagues ne manquent pas, Don Chitiro aussi adore le football. Mais pour lui, il est difficile de partager sa passion avec ses enfants, car il n'a que 2 filles. On ne joue donc pas au ballon devant sa maison. Don Chitiro envie cet homme qui se promène en compagnie de 3 petits footballeurs. Le 30 novembre 1960, il priera longtemps le Seigneur à l'hôpital Pedro Fiorito. Et quelques heures plus tard, Doña Tota accouchera, mais oui, d'un garçon. Il lui donnera son nom, bien sûr, mais également son prénom. Et le jour des 3 ans de Diego Junior, il lui offrira ce ballon. Il y aura ainsi des parties interminables de football avec Diego et ses copains. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux, qui habite d'ailleurs toujours la maison qui jouxte celle de Diego. Oscar Tolaini nous explique que lors de cette fameuse 3e année, Diego a bien failli recevoir un autre cadeau, mais cette fois, venu de l'enfer. Il était tombé dans une fosse septique. Quand il y est tombé, personne n'a osé y entrer pour l'en sortir. Et lui était en train de se noyer. Alors mon oncle a enlevé le couvercle et s'est jeté sans en connaître la profondeur. Et c'est lui qui l'en a sorti. Après, c'est ma mère qui l'a lavé et c'est comme ça qu'on a pu le sauver. Dieu merci. Les plus anciens se souviennent également. Du temps où Diego avait 5-6 ans, ils en comptaient 20 de plus. Tiens, ils se tiennent juste devant une maison qui abritait le siège du premier club de Diego, les Étoiles Unies de Fiorito. Crois-moi, Diego était ma mascotte. Moi, j'avais formé une équipe, les Chacabucos. Et là, il y avait le père, tous les enfants, et Diego qui nous suivait. Et on rentrait sur le terrain de Peñarol et les gens applaudissaient. Mais en fait, les applaudissements ne nous étaient pas destinés, ils étaient pour Diego. Il rentrait sur le terrain avec la balle, c'était tout un spectacle. Et nous, on était contents. Notre mascotte, ça a toujours été Diego. La réputation grandissante de Diego dépasse rapidement le cadre de Villa Fiorito, tant et si bien qu'une équipe de la télé argentine se déplace en ce mois d'avril 68. Il a 2 rêves.
Le premier, c'est de disputer le mondial. Le deuxième, vous l'avez compris, c'est de le gagner. Il a 7 ans et demi, l'âge où l'on rêve encore, mais comment ne pas imaginer les choses les plus invraisemblables quand on maîtrise à ce point son instrument de jeu. Dès l'âge de 10 ans, Diego prendra ce bus 4 fois par semaine afin de se rendre dans le quartier de la Paternale, là où se trouve l'équipe d'Argentinos Junior. Ce bus empruntera ainsi le pont Alsina, sorte de frontière entre les pauvres et la classe moyenne. Diego s'illustre dans les équipes de jeunes, Los Cebolitas. 1h30 de bus à l'aller, 1h30 au retour. Il revient chaque fois épuisé, mais sur le terrain, il retrouve toute sa fougue et l'histoire se répète ainsi durant 6 ans. Nous aussi, nous avons fait le trajet et nous avons retrouvé le vieux stade situé à l'angle des rues Juan Agustín Garcia et Boyaca. L'équipe professionnelle n'y joue plus depuis 82, mais Jorge Arellano, lui, est toujours là. Il était l'un des dirigeants des équipes de jeunes où s'illustra Diego. Aujourd'hui, il est encore dans ses pensées, et même s'il voit de temps à autre un gaucher portant le numéro 10 et le ballon de l'extérieur du pied, il sait pertinemment que jamais, non jamais, il ne retrouvera sur son chemin un gosse capable de réaliser les exploits de Diego au même âge. Il se faisait toujours remarquer lorsqu'il jouait pour les fameux Cebolitas, les petits oignons. Que ce soit contre les Uruguayens ici ou quand il jouait à l'extérieur, il ne marquait jamais moins de 7 ou 8 buts. Il jouait, il créait et il finissait par marquer. Bien sûr, à ce rythme, Diego va rapidement intégrer l'équipe professionnelle. Ce sera au mois d'octobre 76 à domicile contre Talleres de Cordoba. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il va devenir la star de l'équipe. Début 77, il n'a donc alors que 16 ans. Il débute en sélection nationale face à la Hongrie. Sa participation à la Coupe du Monde un an plus tard en Argentine ne fait donc pas l'ombre d'un doute. Mais après avoir longuement réfléchi, le sélectionneur Menotti ne le retient pas dans les 22 et l'Argentine de Mario Kempes sera donc championne du monde sans Maradona. Ce sera sa première grande désillusion de footballeur et il en voudra longtemps à El Flaco, c'est-à-dire ouvrir la marque. Les Soviétiques égaliseront un petit peu plus tard, mais les Argentins auront le dernier mot grâce à ce coup franc très bien travaillé de leur maestro capitaine Diego Armando, ne sachant pas vraiment ce que pouvait signifier le dernier mot de Maradona, le fameux 179. Allô, Bernard ? Oui, c'est Didier. Dis-moi, je suis au stade d'Argentinos Junior, là. Ouais, j'ai retrouvé un dirigeant qu'il connaissait, pas pour l'équipe professionnelle, mais tu sais, quand il jouait en jeune dans l'équipe d'Argentinos Junior, donc. Les Cebolitas, là, les petits oignons, je crois, comme on les appelle là-bas. Hein. Ouais, voilà. Donc, lui, 179, ça lui dit rien, hein. Mais je suis persuadé, si tu trouves la cassette, tu ressors ton reportage, je suis persuadé que ça a un rapport avec son premier club. Oui, mais enfin, c'est pas évident dans la mesure où ça date quand même de 79 et je me souviens qu'à l'époque on avait tourné en film. Non, mais tu vas le retrouver ce sujet, il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'on va trouver le chiffre. Diego Corazon, ces deux mots résument bien ce qui unit Diego Maradona au peuple argentin, la passion. La passion venue du cœur, une passion dévorante qui peut tour à tour devenir haine ou idolâtrie, mais jamais indifférence. Il faut dire qu'au pays du champion du monde, le football souvent, pour ne pas dire toujours, passe avant tout. Ici, on sait que les droits de l'homme sont bafoués, que l'inflation est galopante, que chaque jeudi, sur la place de Mai, des femmes pleurent leur mari ou leur fils disparu. Et bien le dimanche, il semble que tout s'arrête, que l'on fait une trêve pour simplement un ballon rond. Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit, un dimanche comme celui-ci, un dimanche comme les autres, d'assister à l'arrivée au stade de Diego Maradona pour tout comprendre. Il paragrafico sai, così no, si tiene che vuole che arriva. Allo corrito muchachos, allo corrito.
s'étonner que les Argentins aient choisi ce petit bonhomme de 1,65 m comme idole, alors que le beau Mario Kempes, meilleur buteur de la Coupe du Monde, semblait tout désigner. Mais le public se trompe rarement. Diego Maradona est très certainement l'exemple type d'une rencontre idéale entre un homme et un sport. Si Diego Maradona a su conquérir tout le monde sur les terrains de football, il n'en a pas été de même à l'extérieur. Sollicité de toutes parts, possédant une véritable cour autour de lui, le garçon est lunatique, difficile à approcher, en un mot, pas facile à vivre. Il faut dire qu'un transfert de 50 millions de francs, 5 milliards de centimes, des contrats publicitaires de plusieurs millions de francs peuvent vous faire tourner la tête. À le voir vivre, on a la très nette impression que ce garçon retrouve toute sa gentillesse et n'est véritablement lui-même qu'au milieu des siens, les footballeurs, ou même mieux, dans sa famille pour laquelle il a tout fait. J'ai un bon souvenir de mon enfance qui, pour moi, a été très belle. Sans luxe, sans avoir ce que beaucoup d'enfants ont, mais nous avions la liberté, les champs de jeu, nous avions la rue où nous pouvions jouer au football. Vraiment, mon enfance a été heureuse. Non, parce que nous savions que nous ne pouvions pas être comblés. Nous ne pouvions pas, par exemple, avoir une voiture électrique. Mais nous étions très heureux d'avoir ce que nous avions. La famille occupe une place importante? La première. La première parce que avec la famille, on peut bien jouer. On peut être tranquille, on peut faire plein de choses. Sans la famille, on ne fait rien. Le plus important pour moi, c'est que ma famille soit sans souci et qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Le luxe, ça vient après, mais le plus important pour moi, c'est que ma famille soit unie et qu'elle soit heureuse, comme elle l'est actuellement. Certains de vos compatriotes disent qu'il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Je ne sais pas, mais ce qu'il se passe, c'est que certaines personnes sont dérangées parce que je gagne beaucoup d'argent. Mais si je gagne de l'argent, c'est en travaillant. Je ne le vole pas. Mais mon argent ne les empêche pas de parler toujours de moi. Diego Armando Maradona, 11 Daniel Valencia, en el banco de suplentes con el número 12 Héctor Baley, 13 Gregorio Ocaño. Reportage intéressant, certes, mais toujours pas la moindre piste au sujet du 179. Alors je suis retourné vers le centre-ville. Ubaldo Fillol, ça ne vous dit rien? Alors allons messieurs, Ubaldo Fillol, c'était bien sûr le légendaire gardien de la sélection championne du monde en 78. Il connaît bien Maradona puisqu'il a disputé ensuite avec lui la Coupe du Monde 82. Fillol possède maintenant une grande salle de sport qu'il a transformée en plusieurs mini-terrains de football. Ce sport fait fureur à Buenos Aires. Il ne nous parle pas du 179, mais du côté orgueilleux, dans le bon sens du terme, de Maradona. Il jouait un match contre Boca Juniors et la vedette était à ce moment-là Hugo Gatti.
Et il s'agissait d'une partie importante, une partie décisive entre Argentinos et Boca. Eh bien, il y a eu un reportage sur Hugo Gatti et on lui a demandé son avis sur Diego Maradona. Gatti était un personnage très pittoresque de notre football et il a trouvé, comme toujours, une formule un peu folle. Et il a dit comme ça, ouvertement, « Non, Maradona est un petit gros, il ne pourrait marquer un but à personne. » Dans le fameux match en question, Maradona trompe une première fois Hugo Gatti en première période. Deuxième mi-temps, un coup de patte du gauche. Hugo Gatti a une nouvelle fois le bonjour du petit gros. Un but vraiment magnifique. Tout d'abord le contrôle orienté et ensuite ce ballon giflé de l'extérieur du pied gauche. Hugo Gatti s'en sortira bien sur cette action puisque l'arbitre n'accordera pas de pénalty à Argentinos Junior. Mais il était écrit que le fantasque gardien de Boca allait regretter jusqu'au bout sa petite formule incendiaire à l'encontre de Diego. Oui, Maradona porte en lui l'orgueil des champions, cet orgueil que l'on retrouve dans le visage fermé des danseurs de tango. Nous voici maintenant à l'aube de la saison 81-82 et Diego vient de signer précisément à Boca Junior. Caminito, l'âme du tango, cette ruelle traditionnelle aux si belles couleurs se trouve dans le quartier de la Boca. Ici, on respire l'atmosphère des Carlos Gardel, Roberto Goyeneche, Aníbal Troilo. Nous sommes dans un quartier très populaire où les gens travaillent dur. Aujourd'hui, c'est dimanche, tout est tranquille et on a du mal à imaginer que dans quelques heures, il se passera ceci, à seulement 500 mètres de là. Boca Junior est le club le plus populaire du pays et Diego va passer du stade de vedette à celui d'idole. Dans l'un des légendaires derbys contre River Plate, il fait mordre le gazon à Ubaldo Fillol avant de marquer avec l'assurance d'un ancien. Il a pourtant tout juste 21 ans. Avec Boca, il va marquer les buts les plus fous, les buts les plus fins qui soient. Pas de doute, il est sur le chemin de la consécration et cela tant avec Boca Junior qu'avec l'équipe nationale dont il est désormais le leader incontesté. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. La consécration. Elle devrait arriver lors du Mondial 82 en Espagne. Mais lors du premier match du deuxième tour contre l'Italie, Maradona va 90 minutes durant subir les agressions de Gentile, devant un arbitre au-dessous de tout. Si on laisse commettre ce genre de faute 20 fois dans une partie sans sortir le carton rouge, il n'y aura plus d'artiste. Le nôtre, encore bien secoué par les défenseurs brésiliens lors du deuxième match, va craquer. Il est vrai que cette faute méritait le carton rouge, même si elle était en quelque sorte l'aboutissement de l'incroyable injustice du match précédent. Mauvais premier contact avec les pelouses espagnoles, puisque 2 mois plus tard, Maradona portera le maillot du FC Barcelone. Jorge Sesterpiller était alors l'homme d'affaires de Maradona. Merci Diego, car avant sa rencontre avec celui-ci, Sesterpiller était au bord du suicide. Il venait de perdre son grand frère victime d'un cancer, alors qu'il était professionnel à Argentinos Junior. À cette époque, Sesterpiller avait 12 ans et il fit connaissance avec Diego, qui en comptait 2 de moins. Sesterpiller ébloui par ce petit génie du football, Maradona attendri par le petit juif polonais obèse qui venait de vivre un drame familial. Maradona a remplacé le frère disparu et Sesterpiller fit de Diego une véritable entreprise. Cet homme avait des idées et pour l'anecdote, c'est même grâce à l'une d'entre elles que Maradona a pu passer une soirée tranquille à Barcelone. Il y avait pourtant beaucoup de monde à la soirée en question. Hacemos un baile de disfraz. Nous organisons un bal masqué chez moi, à Barcelone, et Diego se déguise en clown. Sa femme Claudia l'a si bien grimé
que personne ne s'est aperçu que c'était lui. Après, nous sommes allés en boîte et ce fut sans doute l'une des rares soirées où personne n'a reconnu Diego Maradona. Il était habillé en clown, il a passé toute la nuit sans que quiconque s'aperçoive que c'était lui. La seule chose qui pouvait l'identifier était un numéro 10. Mais à part nous, et il y avait 400 invités, personne ne s'est rendu compte que Maradona était déguisé en clown. Juan Eduardo, c'est ainsi que Cester Piller a prénommé son premier fils. S'il en a un deuxième, il l'appellera Diego. Ah là là, Diego en clown avec un numéro 10, et pourquoi pas un 179, ça m'aurait arrangé ça. Allez, vite, vite, j'en avais oublié mon rendez-vous téléphonique avec Alain. Il est midi à Buenos Aires, donc 16h à Barcelone, ça devrait être bon. Allô Alain, bon Barcelone, ça se passe comment là-bas? Bah écoute Didier, j'ai trouvé l'homme clé. Tu sais, celui qui est allé chercher Diego en Argentine, c'est le premier dirigeant européen à l'avoir rencontré. Lui, il devrait savoir quand même. Bon, super, écoute, n'oublie pas notre affaire du 179, et puis, bon, de toute manière, on se rappelle, on se tient au courant. Bon, bah tu nous montres Barcelone, hein? Ici, les idées circulent aussi vite que les Catalans. Et la dernière idée avant-gardiste dont on parle sur les Ramblas de Barcelone porte un nom. Un nom qui va devenir célèbre à la seule condition de retraverser l'Atlantique, comme pour imiter Christophe Colomb. Dès 78, un homme reçoit une lettre d'Argentine. C'est le vice-président du Barça, Nicolas Casaus. Argentin d'origine, il s'envole pour Buenos Aires à la conquête du meilleur joueur du monde. Quand je suis arrivé là-bas à l'aéroport et que tous les journalistes m'attendaient, on m'a demandé si je venais chercher un nouveau Di Stefano ou un nouveau Kubala. Je leur ai dit non. Maradona, c'est Maradona. Un type de joueur différent, mais qui réunit toutes les conditions pour être un très grand. Et je dois dire que c'est le meilleur joueur que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Le 1er juillet 82, pour 55 millions de francs, le jeune Maradona devient donc catalan. Premier contrat, premier maillot européen. Le mondial espagnol ne l'a pas encore révélé, mais les 108 000 socios savent déjà que le Barça n'a pas raté son recrutement. La star du Nou Camp, c'est toujours Bernd Schuster, allemand, blond, intellectuel. Rien à voir avec un petit métèque sorti de son bidonville et qui prétend déjà conduire le jeu des Catalans. Mais Maradona est une vraie bombe de muscles, rapide, vif, doté d'une exceptionnelle technique. Maradona marque 26 buts en 83. C'est le Pichichi, le meilleur buteur du club. Maradona obtient ce qu'il veut. Menotti remplace allemand Udo Lattek à la tête du Barça. Maradona est devenu le numéro 1 de l'équipe. Et les entraînements, regardez, incroyables du Barça font le plein du Nou Camp. Pas de titre de champion pourtant pour Maradona, mais des coupes. La Coupe du Roi et la Coupe de la Ligue. Maradona est si célèbre qu'il joue même un petit rôle au théâtre en 83. Le metteur en scène n'est autre que l'actuel entraîneur de la Bolivie, Javier Ascargorta, un médecin basque qui conduit à l'époque le club concurrent de l'Espagnol de Barcelone. Et Ascargorta sait que le jeu dur est l'un des fléaux du championnat espagnol. On commence à toucher à l'artiste. Souvenez-vous, Bilbao, tacle terrible de Goicoechea. Maradona perd 30% de la flexibilité de sa cheville après son opération du péroné. Le môme en or souffrait déjà d'une mauvaise croissance osseuse due à son enfance. Cette vilaine blessure en Pays Basque n'arrange rien. C'est très fréquent de voir Maradona avec des douleurs lombaires, des problèmes de sciatique. Et parfois les traitements infligés à base d'anti-inflammatoires, y compris à base de cortisone, provoquent une prise de poids conséquente. Non seulement une prise de poids, mais en plus cette sensation d'être comme ça, un peu bouffi. C'est pourquoi, connaissant Diego comme je le connais, je sais qu'il souffre en réalité. Et même parfois, il doit faire des efforts presque surhumains pour pouvoir jouer au football. Alors, en compagnie de Menotti, Diego réapprend chaque geste, reconstitue chaque parcelle de son talent. Et le meilleur numéro 10 du monde retrouve enfin le Nou Camp. Le Barça, lui,
est redevenu le Barça. Maradona gagne la Supercoupe d'Espagne et inscrit 19 buts en 84. Il est toujours le meilleur buteur du club. Maradona con Alexandro, Maradona solo frente a Gullo, gol, 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 gol. Au cœur du quartier des affaires de Barcelone, rendez-vous est pris avec Vilma Ortiz, argentine. C'est la secrétaire de Maradona Productions, une société qui va gérer la carrière européenne du prodige sorti de Fiorito. Contrat publicitaire, gestion des revenus, achat et investissement immobilier, aux côtés de Jorge Sister-Piller. Maradona découvre surtout les originalités de l'urbanisme catalan, les facéties de Gaudi. Barcelone est fière de ces différences. Maradona va s'offrir la plus belle vue sur la colline de Pedralbes. Maradona est devenu un homme riche. Oui, je crois que c'est cela qui s'est passé. Il faut bien comprendre qu'après le contrat intéressant qu'il avait déjà eu en Argentine, Barcelone a été son premier grand bond international. Alors oui, on peut dire que c'est ici qu'il a construit une fortune. Mais les ennuis de Maradona se lisent sur son visage. Une hépatite tenace, une blessure douloureuse, des dettes qui s'accumulent. À 23 ans, le mythe Maradona prend fin. La petite chapelle où il a l'habitude de se recueillir avant chaque match n'a plus la même chaleur. Ce qui unit les socios, en réalité, Maradona le découvre enfin. Les stars ici ne sont qu'un élément du jeu. La fidélité au club, dirigé par José Luis Núñez, est aussi importante que l'attachement à la Catalogne dans sa lutte avec Madrid pour la suprématie autant économique que sportive. En Catalogne, par exemple, on danse la sardane. Et quiconque veut entrer dans la danse doit saisir la main tendue dans le cercle qui s'agrandit à volonté. Maradona n'est, semble-t-il, jamais entré dans cette danse. Maradona traînait derrière lui un tel cortège de gens que c'était difficile de l'approcher. Pour arriver jusqu'à lui, il fallait franchir des barrières et cela ne lui faisait pas de bien. Lui, en réalité, c'était un garçon merveilleux, un type adorable, très agréable, très simple, très proche de ses parents, y compris de Claudia, qui deviendra son épouse. Mais il n'a pas eu l'occasion de s'intégrer en Catalogne, précisément à cause de cette muraille qui l'entourait. Dans sa lutte pour l'autonomie, la Catalogne avait donc une voix, le public du Nou Camp. Et Diego l'a fait vibrer, ce public. Mais un jour de 84, une autre ville est venue chercher l'artiste. Après l'Atlantique, Maradona va traverser la Méditerranée en direction de Naples. Oui, Naples en 84, nous allons y revenir bien sûr, mais tout d'abord la boucle à l'oreille et la pression sur les orteils, pression énorme sur Diego pour ce mondial 86 à Mexico. Il n'a pas été retenu en 78, il a échoué en 82, il se doit de réussir en 86, mais son sourire au moment des interviews était plutôt rassurant. Lors du premier tour contre l'Italie, il est éblouissant. Buteur, on l'a vu, mais aussi créateur, distributeur et pour terminer, meneur. Lui qui bien souvent menait la vie dure à ses entraîneurs, lui qui pouvait avoir à l'occasion des caprices de diva, lui qui, enfin, bref, Maradona aura été pour le sélectionneur de l'époque Carlos Bilardo un allié de choix tant sur le terrain qu'en dehors. Diego Maradona, c'est plus qu'une talonnade ou un dribble. C'est le compagnon solidaire, c'est le capitaine qui ordonne, c'est le capitaine qui encourage. C'est le buteur, mais aussi le sacrifice. C'est le joueur exemple. Maradona est serein en ce mois de juin 86, sage comme une image. De toute manière, il a le plus souvent été très aimé de ses partenaires et comme l'a dit Bilardo, son influence est très grande sur le reste du groupe. Nous avons retrouvé à Buenos Aires l'un des champions du monde 86, le milieu de terrain, Ricardo Giusti. Au cours de ce mondial en particulier, Diego a, en plus de son football, aidé avec son tempérament de gagneur, avec sa façon de faire face, non seulement au match, mais aussi au stage, qui a duré 70 jours, ce qui est une très longue période. Dans ce mondial, Maradona est également un modèle de fair play. Il ne répond pas aux attentats, le mot n'est pas trop fort, des défenseurs coréens. Pas la moindre agressivité en ce qui le concerne, et pourtant ce genre de tacle est vraiment honteux.
Non, on lit juste dans son regard une sorte de grande lassitude. Pour lui, le football étant synonyme de plaisir, alors il ne comprend pas. On ne peut pas cautionner des coups. On ne peut pas prendre de plaisir quand un Coréen ou qui que ce soit vise le genou de son adversaire. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Heureusement qu'il a été à bonne école avec le football sauvage. Vous le constatez, on ne se fait pas toujours des cadeaux. Mais dans ce football de rue, on découvre aussi le vice. Marquer un but de la main, par exemple. Contre l'Angleterre, il va avoir ce mauvais réflexe. Dommage. Oui, vraiment dommage. C'eût été tellement beau de le voir faire machine arrière. Enfin, facile à dire, sans doute moins à faire. Car en faisant le beau, il aurait aussi mis en péril tous ses partenaires. Le mal était donc déjà fait. Dans ce même match, Maradona va sans doute réussir le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Jamais sans doute un joueur n'avait possédé une telle technique individuelle, mais celle-ci, comme va nous l'expliquer son préparateur physique personnel Fernando Signorini, a aussi la chance d'être mise en valeur grâce à une musculature qui sort de l'ordinaire. Là où lui faisait la différence, c'était dans la possibilité qu'il avait de s'appuyer sur une coordination neuromusculaire qui était insolite dans le monde du football. Et avec une qualité de fibre musculaire qui a fait dire au célèbre professeur Del Monte, qui a eu tant d'athlètes d'élite dans son école de Rome, que la réponse motrice de Diego à la simulation était beaucoup plus importante que celle que présentaient de nombreux sprinters de niveau mondial. L'Argentine a donc battu en demi-finale la Belgique grâce à 2 nouveaux buts fabuleux de son capitaine. Dans le match décisif contre l'Allemagne, nous en sommes à 2-2. Et puis, suite à une ouverture millimétrée de Maradona, Burruchaga s'en va tromper Schumacher. À Villa Fiorito, bien sûr, on a suivi les exploits de qui vous savez, avec l'amour et la fierté que vous imaginez. Une revanche incroyable pour ces laissés pour compte de la société. Ici, tout le monde se souvenait que 18 ans auparavant, le petit Diego avait dit « J'ai 2 rêves. Le premier est jouer le mondial. Le deuxième, le gagner. Quand le rêve d'un gosse des bidonvilles devient réalité. » Dans l'avion qui les ramène à Buenos Aires, les héros ne sont pas fatigués. Maradona aime rire, chanter, parler aussi, et dans ce domaine, il va également droit au but. On le retrouve avec Fito Páez, chanteur très coté du pays, sorte de Renaud argentin en plus rock. Les 2 hommes ont beaucoup de points communs, et notamment une certaine forme de lucidité par rapport aux gens qui détiennent le pouvoir d'une manière générale. Le pouvoir, ce pouvoir qui t'écrase, ce pouvoir dit non. Et toi, tu te trouves là, et tu restes là, enfoiré. Pourquoi? Si le gars a du talent, laisse-le. Pourquoi ne le laisses-tu pas? Puisque c'est toi qui as le pouvoir. Puisque nous savons que tu es en train de tout voler. Alors pourquoi tu ne le laisses pas? Alicia Ortiz a écrit un superbe ouvrage sur Maradona. Nous avons donc pris rendez-vous avec elle dans le jardin botanique. Elle a été visiblement très séduite par la richesse du personnage. C'est un excessif, c'est un être qui n'a pas de limites, un transgresseur, un rebelle. Et c'est le dernier représentant du surréalisme. Donc il avait tous les éléments de non-rationalité, de fantaisie, d'imprévisibilité absolue pour m'attirer. Des erreurs? C'est d'avoir été aussi pur et d'avoir toujours dit ce qu'il pensait. Nous avons ensuite retrouvé Fito Páez. Nous avons parlé avec lui du côté imprévisible et spontané de Diego. On dit que Diego réagit souvent comme un enfant. Eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je crois que cette saloperie de monde va mal parce que les gens n'agissent pas comme lui. Naples était sans doute une ville pour l'excessif Diego Armando Maradona. Tiens, à propos de Naples. Alain, c'est Didier. Bon, Naples, tu t'en sors, c'est pas trop l'enfer pour bosser, ça va? Tu sais, Didier, ici... Comment te dire, la rumeur est féroce, hein. Ce sera dur de retrouver celui ou celle qui connaît vraiment la vie intime de Maradona. Après tout, il y a passé 7 ans, mais on a quand même notre chance avec tous ces gens-là. Ok, ça marche. Ciao, Alain. C'était un jour de juillet. Le Vésuve s'était endormi. La terre ne tremblait plus. Chacun avait repris sa vie, son travail. Il y
y avait comme une langueur, un peu étouffante sous le soleil. Naples sentait le sud, pauvre, oublié. Naples n'attendait rien, mais espérait peut-être encore qu'un jour le développement frappe à sa porte. Enfin, en ce 5 juillet 84, Naples ressemblait plus que jamais à Naples. Et puis, un miracle est arrivé. Oui, c'est vrai que le premier jour de Maradona ici nous a causé une sacrée peur sur le moment. Je me souviens le jour où il est arrivé. C'était la chasse à Maradona. Tout le monde le poursuivait. Il y avait peut-être 1 million de personnes. Je me rappelle les changements incessants d'itinéraire qu'on décidait pour l'emmener en ville, à l'hôtel. Sinon, c'était impossible de lui faire traverser la ville. Il y avait un enthousiasme incroyable. Dino Celentano, c'est lui qui est à l'origine de cette immense liesse au stade de San Paolo. Il est allé chercher Maradona là-bas, à Barcelone. 70 000 tifosi sont venus saluer l'arrivée du meilleur joueur du monde. Chacun a payé 3 000 lire, 15 francs, pour voir Diego, qui aura tout de même coûté 80 millions de francs aux banques napolitaines. Version officielle. D'ailleurs, certains ne l'ont peut-être même pas vu. Si, enfin. Des journalistes imprudents posent des questions. La Camorra a-t-elle payé ce transfert mirobolant? Comment l'une des villes les plus pauvres d'Italie peut-elle se payer le joueur le plus cher du monde? Que la Juve de Turin convoitait, elle aussi. N'empêche, ce soir-là, il y a de l'espoir au sud de Rome. L'espoir que Maradona offre enfin un titre au Napoli. Après 80 ans d'attente, les Napolitains ont pourtant très vite la réponse à la question « Maradona est-il vraiment le meilleur joueur du monde ?» De San Paolo à San Siro, de Gênes à Florence, de Rome à Turin, Maradona multiplie les exploits, les dribbles, les buts. Devenu champion du monde en 86, Maradona réussit tout, y compris offrir à Naples son premier scudetto. C'est le plus bel événement survenu à Naples depuis bien longtemps. Ce titre, il est pour tous les Napolitains, tous, parce qu'ils m'ont fait la plus grande fête de ma vie. Mais Diego, vous êtes déjà champion du monde. Oui, mais ce n'était pas dans mon pays, et ce n'étaient pas des supporters comme cela. Le 15 mai 87 restera à jamais gravé dans la mémoire des Napolitains. Pensez donc, Naples a enfin gagné quelque chose. Toute l'Italie est inondée de ces images de gloire sans cesse commentées, recommentées. Alors qu'il arrive d'Argentine ou d'ailleurs, Diego fait ici partie du patrimoine sentimental. Il est partout, dans les cœurs, sur les murs. Même le patron de Naples, San Gennaro, en convient. Ce môme-là peut nous sortir de la grisaille. Merci, mon fils. Maradona a même réveillé l'intelligentsia napolitaine. Anthropologues, psychologues, médecins, philosophes rendent hommage à Diego, le meilleur maire que Naples n'ait jamais eu, disent-ils. Ici, les intellos n'ont pas honte d'aimer le foot. Écoutez, à Milan d'abord et puis à Rome, Maradona a été renié. Il a été agressé comme un symbole du Sud. Du Sud profond. Donc Maradona, c'était Naples. Il représentait même le début d'un phénomène qui prenait de l'importance, à savoir la Ligue du Nord. C'est un regroupement politique des gens du Nord qui font de l'anti-Sud
de l'antiméridionalisme, l'un des points forts de leur politique. Au fait, professeur Dini, quel est l'imbécile qui a dit on ne doit pas mélanger le sport et la politique? Ridicule, n'est-ce pas? Ce qu'on a voulu dire avec ce Te Diegum, ce colloque, c'est que les hommes politiques auraient dû faire comme Maradona. Quand il est arrivé, il a dit « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner ». Et il a tenu parole. En revanche, tous les politiciens ont fait des promesses dont certaines étaient simples à tenir, mais aucun ne l'a fait. La première de Naples, une victoire contre Stuttgart en Coupe de l'UEFA. Diego a bien tenu sa promesse et le président Ferleino, les lendemains de fête sont amers. Diego tarde à rentrer de vacances. Les avions en provenance d'Argentine laissent Naples sans nouvelles. Les rapports se détériorent. Naples veut Diego, mais Diego a peur de Naples la possessive. Naples qui menace. Diego revient pourtant. Mieux même, il invite toute l'équipe à son mariage à Buenos Aires. Diego épouse Claudia, sa compagne depuis 5 ans. Les noces auront lieu à la basilique du Saint-Sacrement le mardi 7 novembre à 20h15. Plus de 1000 invités, près de 2 millions de dollars pour un immense banquet servi au complexe sportif de Luna Park. Diego dépensier irrite même le pape Jean-Paul II. Il dit que j'ai dépensé plus d'1 million de dollars pour mon mariage et que c'est une honte. Mais moi je suis allé au Vatican et au Vatican les plafonds sont en or. Et après lui, il va en Afrique et il embrasse le sol. Il n'est pas dans la réalité ce type-là. Ah Diego, sa sainteté n'a pas ton appétit pour les plaisirs de la vie, les plaisirs de la nuit. Tu aurais pu lui raconter en revanche que ton cadeau le plus beau ne t'a rien coûté. Souviens-toi de Gianni, ton chauffeur pendant 7 ans à Naples, lorsque tu lui as demandé d'être ton témoin de mariage. Oui, je lui ai dit merci Diego. Il m'a dit non, non, tu le mérites, ne me remercie pas. Mais il y a surtout des jeux napolitains que Maradona a du mal à comprendre. Des règles qui diffèrent selon les individus. Des matchs qui sentent la combinazione. Maradona m'a dit, toi aussi, tu as peur de ce match? Maradona ressentait quelque chose dans l'atmosphère, dans l'air, quelque chose de difficile pour l'équipe et la vie. Un vent tournant venu du nord, venu de Milan, qui prétendait souffler la victoire aux Napolitains pour quelques permis de construire offerts par Berlusconi au bâtisseur Ferleino. C'était en 88. Les ballons d'attaque de Naples semblaient inoffensifs. Alors, Maradona se fâche. Le vent tourne et Diego marque. Diego, tu aurais pu te contenter d'une défaite sans rien dire pour faire plaisir à ton président. Alicia Ortiz a voulu savoir la vérité de la bouche de Diego. Je lui ai raconté cette hypothèse d'une manière ouverte, mais aussi d'une manière un peu métaphorique, en faisant allusion à une nouvelle d'un nouvelliste uruguayen, Mario Benedetti, où il raconte l'histoire d'un footballeur, d'un quartier de Montevideo, qui gît dans un lit d'hôpital avec tous les os cassés, et qui raconte un ami qui vient le voir. Tu sais ce qui m'est arrivé? Le président de mon club m'a demandé de perdre le parti du dimanche dernier. J'ai accepté parce que cela me convenait, parce que j'avais peur, etc. Mais une fois sur le terrain, je n'ai pas pu perdre. J'ai gagné, et c'est la raison pour laquelle tout cela m'arrive. Et Maradona fait comme ça avec les doigts et me répond, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Finalement, toute cette histoire n'est peut-être que le fruit de l'imagination d'une romancière naïve et de quelques journalistes à scandale. Car le 29 avril 90, Maradona s'offre enfin un deuxième scudetto. Naples gagne encore. Naples est une ville qui gagne. 2-0 pour l'Italie. Allez, en 90, c'est vrai que les Italiens se voient déjà en finale de leur Coupe du Monde, il Mondiale. D'ailleurs, les querelles nord-sud sont oubliées. Naples a toujours été italienne de cœur. Naples est pourtant bleu et blanche aux couleurs de Maradona, aux couleurs de l'Argentine. Et ici,
Diego est dans son jardin, en famille même. Pas une défaite à Naples pour l'Argentine qui bat par exemple l'URSS 2-0. Comment imaginer alors, à ce moment-là, que Naples va progressivement détruire la vie de Maradona? Le 3 juillet, l'histoire perverse oppose l'Italie et l'Argentine à Naples en demi-finale. Je t'aime, moi non plus, vous savez, entre les deux, mon cœur balance. Caniggia trompe Zenga. Naples veut la victoire de l'Italie, mais aime Maradona. Diego réussit son tir au but et prie pour la victoire de l'Argentine. Goicoechea fait le reste, stop les frappes de Donadoni et de Serena. L'Italie est éliminée. Sur le sol de ceux qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore du côté de Milan, les cutéreux du Sud. Alors, ciao Italia. Tout cela grâce ou à cause de Maradona. Diego, lui, est heureux. Il ne sait pas qu'à Rome, on va le siffler en finale. Longtemps, trop longtemps. João Havelange, le président de la FIFA, qui se souvient de Diego, le contestataire du Mexique, aura sa revanche. Son propre gendre, oui, son propre gendre, M. Codesal Sanchez, l'arbitre mexicain, accorde un pénalty aux Allemands en finale. Andreas Brehme le réussit. Diego se rend peut-être compte du malheur qui le frappe, mais il est impuissant. Les Allemands sont champions du monde l'année de la réunification. Les pleurs de Diego, eux, ne pèsent pas lourd dans le football business. Et l'Italie a la rancune hideuse. Il est vrai que ce mondial avait mal commencé avec notamment cette incroyable défaite contre le Cameroun. Maradona semblait un peu désabusé lors des entraînements. Cela étant, même à 2 à l'heure, avec un ballon, c'est toujours impressionnant pour un journaliste d'être pour un coéquipier. Écoutons par exemple Jolge Burruchaga. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a fait au quotidien qui vous ont impressionné sur le plan du jeu, avec un ballon? Si, je pense que surtout c'était à chaque fois qu'on finissait les entraînements, lui il faisait des séances de jonglage. Et la chose qui m'a impressionné le plus, c'est quand il tapait le ballon vers le haut, je crois qu'une vingtaine, une trentaine de mètres, et sans la laisser rebondir, il la retapait, mais surtout avec l'extérieur. Lui, il frappait beaucoup avec l'extérieur, d'une façon impressionnante, même pour nous, qu'on était à côté, qu'on avait l'habitude de le voir. Les jonglages de Diego, c'est vraiment quelque chose. Tiens, au fait, il y avait un reportage de Dominique durant ce Mondial 90 où Maradona réussissait des choses vraiment étonnantes durant l'échauffement. Et si le 179 avait un rapport avec tout cela? Voyons, en France, il est 20h45. Oui, avec un peu de chance, il est encore au bureau. Dominique, c'est Didier. Alors, t'as trouvé? Non, attends, si je t'appelle, c'est peut-être toi qui pourrait nous aider. Dis-moi, tu te souviens de ton reportage où tu jongles là-bas? Ouais, où il jongle, le petit Maradona. Pendant le mondial en Italie, oui. Effectivement, c'est peut-être le nombre de jonglages qu'il est capable de faire avec n'importe quelle partie de son corps. Peut-être bien le nombre de minutes qu'il nous faisait attendre avant de nous donner une interview. Quand on vient voir l'Argentine à l'entraînement, il faut être patient. Le rendez-vous a été fixé à 17h, il est déjà 18, alors on grignote ce que l'on peut. On saisit derrière la Louvre romaine les 2 Ferrari du signor Maradona. Et puis, miracle, la grille s'ouvre, mais ce n'est pas encore pour nous. C'est le président de Naples, Ferlaino, qui vient s'entretenir avec sa star. Et c'est l'arrivée du dieu Diego. Diego, una palabra per la televisione de Francia, solamente una. Sí, saludo a Papin. Ouais, bonjour à Papin, il est bien gentil, mais on n'avance pas trop au niveau de l'enquête. Pauvre Diego, sérieusement touché à la cheville gauche, il évolue dans une équipe très moyenne. Finalement, son meilleur souvenir restera, à n'en point douter, sa victoire contre le Brésil et cette fameuse passe décisive, du pied droit par la force des choses, à Caniggia. Mauvaise période donc, mais le sourire tout de même de temps à autre dans cette épreuve. Explication. Vous vous êtes rasé? C'est nouveau? Non, ce qui se passe, c'est qu'hier j'ai eu la visite de 2 femmes. 2 femmes que j'adore, Dalma et Giannina. Et quand je les embrassais, je leur piquais le visage. Alors je me suis rasé après le match pour ne plus les piquer.
Diego est un père modèle. La famille, il l'avait déjà dit en 79 à Bernard Père, c'est sacré. Ses deux filles, il en parle toujours avec beaucoup de tendresse, remettant un petit coup de griffe au passage aux gens du pouvoir. Rebelle jusqu'au bout, le gentil papa. Non, j'ai beaucoup de chance, car il m'est arrivé des choses pénibles. Mais j'ai deux filles, oh. J'ai vraiment deux soleils qu'il me suffit de regarder. Et dès que j'ai un problème, ciao. Tous les problèmes sont oubliés. Voilà ce qu'il manque aux autres. Ça les emmerde, car eux, ils ne peuvent regarder personne. L'homme qui a fait rêver Naples pendant 7 ans n'était pas un dieu, ni même un héros. C'était un Argentin qui ressemblait à un Napolitain. Un Argentin qui aimait Naples sans pouvoir y flâner. Un Napolitain fréquenté par des Napolitains peu fréquentables. Un Napolitain qui aurait même fait un petit Napolitain. Une vie napolitaine que chacun voulait raconter, entendre, voir, suivre à la trace. Diego, tu n'es pas un héros. Un héros à l'urine positive, à la cocaïne, n'est plus un héros. Mais ce voyage clandestin au-delà des lignes de terrain, c'est ton aventure d'homme, celle qu'on ne pardonne pas. Comme ce vrai faux départ pour Marseille. Et ici, le pardon a parfois la couleur du deuil. Seul le temps peut-être peut effacer l'image du Napolitain pour ne garder que celle du champion venu d'ailleurs. Le temps d'une image, l'image du temps. Tiens, c'est drôle l'histoire. C'est à Naples, sur une plage, que la sirène Parthénope a échoué en pleurant parce que son chant n'avait pu retenir Ulysse. Retour à Buenos Aires. Diego retrouve la place de mai, mais ce sera en juillet, le 26 pour être précis, qu'il sera arrêté par la police avec 2 de ses amis, en plein centre de la capitale. On aurait alors trouvé dans l'appartement un sac de cocaïne de 500 grammes environ. Écoutez les gens qui se sont rapidement agglutinés autour de leur idole. Ils chantent « Ohé, ohé, Diego, Diego ». Surréaliste. À l'âge de 3 ans, il était tombé dans un trou. 27 ans plus tard, c'est la même chose, à une différence près néanmoins, car si autrefois on lui avait tendu la main, aujourd'hui on lui enfonce bien la tête, puisqu'on le prive de son meilleur remède, c'est-à-dire le football. Il y a aussi une rumeur qui court. Du côté du palais gouvernemental, on ne pouvait pas ne pas être au courant. Le pouvoir ne fait pas de sentiments. Il avance, imperturbable, au pas cadencé. Ils sont nombreux à dire là-bas que le président Menem l'a bien manipulé et de préciser que lorsque Diego avait le vent en poupe, il se trouvait toujours à ses côtés pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, pour des raisons qui restent obscures, mais qui doivent bien l'arranger, il le laisse tomber. Mais on a toujours besoin d'une victime expiatoire parce que le monde est ainsi fait. Cette fois, c'était le tour de Diego. Il ne faut pas être hypocrite, tout cela a été planifié, c'est quelque chose que je sens. Du petit flic de base qui a dû se dire qu'avec ça il aurait une promotion jusqu'au gars qui a tout organisé. Je pense que ça a été utilisé comme moyen politique pour détourner l'attention. Ce pays est en ébullition, même s'il paraît stable. Parlons de la cocaïne, mettons-le en prison et l'attention sera détournée. Mal rasé, l'air triste, les yeux dans le vague, peut-être parce que trop lucide. Sa femme Claudia l'était encore plus. Dis-lui. Dis-lui ce que tu m'as dit quand on m'a mis en prison. Tu m'as bien dit, ne reviens plus à Buenos Aires. Je lui ai dit de ne pas retourner à Buenos Aires, de partir d'Italie et d'aller ailleurs, qu'ici ils allaient le tuer.
Diego passera 2 jours et 2 nuits dans les locaux de la brigade antidrogue avant d'être relâché. Malade, au bord du gouffre, il accepte de suivre une thérapie. Il se rendra ainsi très souvent dans le quartier nord de la ville, le quartier de Palermo, et travaillera avec Rubén Navedo. Tout n'a pas été facile pour ce psychiatre, car lors des premiers entretiens, Diego se refusait à parler de sa vie privée, et puis peu à peu il a pris confiance, et aujourd'hui les progrès sont notables. Rubén Navedo a rapidement compris de quel mal souffrait son illustre patient. Je me souviens de l'époque de Naples où il a essayé à de nombreuses reprises de sortir de ces situations et on ne l'a pas laissé faire. Il se sentait comme un objet et non comme un sujet. Une des choses que j'ai mises en lumière, du moins théoriquement, c'est que c'est l'objet qui génère l'accoutumance. Privé de football, Maradona taquine encore le ballon pour les besoins d'une chaîne privée. L'audience est maximale pour ces petits matchs qui frisent parfois le ridicule avec ses maillots rose bonbons. Diego est bien grassouillé et on voit mal comment il pourrait retrouver le haut niveau à la fin de sa suspension. Et pourtant, Sous le soleil de Séville, Diego Maradona fait sa réapparition après 15 mois de suspension. Séville a donné rendez-vous au monde entier, mais au stand de l'Argentine, l'exposition universelle a un invité surprise. Après 88 jours de négociations avec Naples et l'intervention même de la FIFA, Maradona peut enfin jouer pour le Football Club de Séville. Montant du transfert, 38 millions de francs pour une saison. À presque 32 ans, Maradona fait encore recette. Il pèse autant qu'à son arrivée en Italie. Mais fait-il encore illusion? Le 24 septembre 1992, Maradona fait officiellement partie de l'effectif du club andalou. Il était boursouflé, malade, vieux même. Maradona, cette fois, a perdu plus de 10 kilos et repris l'entraînement. Son appétit du jeu semble intact. Son humour aussi. Diego, vous pouvez tenir 90 minutes? Non, je ne crois pas. Mais 89, oui. Maradona n'a pourtant plus les ressources suffisantes pour tenir, quoi qu'il en dise, un match entier. N'empêche, celui que Carlos Bilardo a accepté d'intégrer dans son effectif fait encore le spectacle. Il marque même des buts, avec moins de souplesse, moins de vivacité qu'avant sans doute. Mais le championnat espagnol en est toujours friand. Maradona a même réussi à séduire la sélection argentine, qui le rappelle, pour affronter le Brésil à Buenos Aires le 17 novembre 1992. Et puis Diego regagne Séville. Mais le charme est tombé. Le public a compris que Diego l'espiègle, Diego l'aventurier ne resterait pas. Le plus sceptique, c'est peut-être Diego, celui qui a 64 ans, se demande si son fils ne devrait pas raccrocher pour de bon. Mais non, le roi n'est pas mort. Il signe mi-septembre 1993 un contrat d'1 an sur une base de 4 millions de dollars pour l'équipe des Newell's Old Boys de Rosario. Pour son match de reprise, Maradona inscrit l'unique but contre l'équipe équatorienne d'Emelec. Ambiance indescriptible, c'était la fête ce soir-là à Rosario. Le lendemain, c'est-à-dire le 8 octobre, les habitants de la ville auront une grande pensée pour le 27e anniversaire de la mort d'un homme qui luttait contre toute forme de dictature. Il était argentin, il était né à Rosario, il habitait ici, dans la rue Urquiza. Il s'appelait Ernesto Guevara. Jeudi Diego, vendredi Guevara, coïncidence? De nombreux intellectuels argentins estiment que Maradona est un révolutionnaire à sa façon. Diego est allé récemment à Cuba et là encore, il s'attaque à un gros morceau. Les États-Unis. Carrément. Pour moi, j'avais la sensation de me trouver face à une légende, mais vivante, et face à un gars qui en a. Mais je te l'ai déjà dit, c'est pour ça que j'aimerais organiser un match à Cuba, pour
rappeler que Cuba existe aux Américains. Tu comprends? Parce que la guerre du Koweït, elle a existé. Il y avait du pétrole. Et en Bosnie, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Rien. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas, les Américains. Mais la véritable guerre, c'est aussi le blocus de Cuba, parce qu'on y tue des gens. Ce n'est pas toujours des bombes et des missiles. Les gens meurent de faim, vieux, ici. Alors on va être juste. Moi, je ne veux pas être un héros. Mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Alors pourquoi ne pas les dire? Il a un problème de structuration du langage. Le langage, ce n'est pas ses armes, son arme. Mais à sa façon, il dit des choses. Et il suffit de l'entendre avec une autre... Maradona a connu la dictature lors de son adolescence et il en a été profondément marqué. Dimanche 10 octobre, les Newell's jouent en championnat à Independiente. Aujourd'hui, on ne rigole plus, on ne lui fera pas le moindre cadeau, encore que. Regardez cette banderole accrochée par les supporters d'Independiente sur la droite. Maradona, tu es ici chez toi. Et lorsque le capitaine des Newell's arrivera un peu plus tard sur la pelouse, il aura droit à une véritable ovation, une ovation à vous en donner la chair de poule. Diego a toujours des yeux dans le dos et le public se régale. Il a perdu 13 kilos en un peu plus de 3 semaines et à 500 grammes près, il a le même poids qu'en 86. Le ballon lui colle toujours au pied et Independiente, pourtant largement mieux placé au classement, connaîtra quelques petites frayeurs dans cette première mi-temps. Le public est aux anges. Le contrôle et la fameuse accélération à la sortie, il n'hésite pas à aller au contact. Certes, il manque encore un peu de puissance, mais ce premier véritable test demeure très encourageant. En deuxième période, le public va encore vibrer lorsque, sur cette action, Diego, pour se retrouver sur son bon pied, le gauche, effectue ce que l'on appelle là-bas una rabona. Malheureusement, un quart d'heure après la reprise, un joueur des Newell's sera expulsé et à 10 contre 11, les Rouges et Noirs vont encaisser 3 buts de ce même joueur, Alfredo Moreno, et cela en 19 minutes. Newell's ne réduira la marque qu'en fin de partie. Diego sortira épuisé et applaudira cette foule qui ne lui a jamais été hostile, bien au contraire. Son retour est réussi et cela était loin d'être évident. Un retour, c'est toujours très spécial, surtout lorsqu'on l'effectue sur ses propres terres. D'ailleurs, Diego était très crispé le 7 au soir à Rosario. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Tant à Rosario qu'à Buenos Aires, il a été fêté en héros. Il est revenu, et cela avec la plus grande humilité qui soit. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ici, en Argentine, on a toujours respecté cet homme, et cela bien plus qu'ailleurs. Pourquoi? Peut-être parce qu'ici, on connaît bien son histoire. On sait tout ce qu'il a fait pour sa famille, ses proches, pour les déshérités aussi, et bien sûr, pour son pays d'une manière générale. S'est démêlé avec la drogue importe peu. Les gens vous diront d'ailleurs à ce sujet qu'en agissant de la sorte, il n'a finalement fait de mal à personne, si ce n'est à lui-même. Diego est et demeure l'enfant du peuple. Marcos Franchi regarde attentivement, toujours sur le qui-vive, car il sait que tel un enfant, sont protégés et, comme on l'a déjà dit, imprévisible et excessif, même si dans son excès, il a toujours au fond de lui une certaine logique. Il est très difficile de trouver dans la vie une personne cohérente. Cohérente avec sa ligne de conduite. Parfois, on peut dire des choses qui peuvent paraître ambiguës, incohérentes. Mais si on analyse la vie de Diego, on y trouve une cohérence et un profil parfaitement défini. Et
Et je crois que les gens ne réalisent pas toujours qu'il faut un cœur énorme pour pouvoir se tenir à cette ligne de vie et ne pas en dévier. Il fait sa vie comme n'importe quel gars du coin. Et faire ça, c'est déjà énorme. C'est pour ça qu'il attire autant l'attention, indépendamment du fait qu'il joue très bien au foot. Et je crois que c'est ça. Je te donne l'exemple de Pelé, qui fait le tour du monde en donnant des conférences pour dire ce que doit être une bonne personne. Diego, ça ne lui arrivera jamais. Nous autres, nous sommes ses amis pauvres. Mais il fait attention à nous. Par exemple, il peut y avoir tout un tas de gens autour de lui, des milliers de gens. Mais s'il nous voit, nous, il nous dit « Viens Guillaume, viens Antonio, viens Alberto ». Moi, une fois, je l'ai vu sur un terrain, je pensais que... Car c'était déjà Diego. Il est quand même venu m'embrasser à travers le grillage. Lui qui est au départ la simplicité même est toujours obligé de s'isoler, tel un pestiféré. Certes, il est sorti depuis longtemps de la misère, tout au moins sur le plan matériel, car si l'on en croit les pressions dont il est encore l'objet, on se demande si sa vie, finalement, n'aura pas eu quelque part un côté misérable. Ah, et le 179, j'allais l'oublier celui-là. Allez, je me lance. Diego, pouvez-vous me donner la signification de 179 ? 179 évoque quelque chose de très fort en moi. Et qui compte énormément. Quelque chose que l'on ne pourra jamais m'enlever. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Je suis retourné une dernière fois à Villa Fiorito, persuadé que c'était ici que se cachait la clé du mystère. Je l'ai senti souvent proche de moi, mais peut-être qu'inconsciemment, j'ai préféré alors détourner la tête. On lui avait déjà volé tant de choses. Voilà, finalement, c'était aussi visible qu'un nez au milieu d'une figure. Ce 179, ce bus l'amenait en fait tous les soirs de Villa Fiorito au quartier d'Argentinos Junior lorsqu'il avait 10-11 ans. Et c'était une période de sa vie où les choses étaient finalement encore assez simples, assez naturelles. Bien sûr, il évoluait dans un milieu modeste. Ensuite, il y allait avoir la gloire, l'argent, mais tellement de choses superficielles. Et vous avez bien compris tout au long de ce reportage qu'il attache beaucoup d'importance au côté naturel des choses. Donc finalement, c'était assez logique que sa dernière parole de footballeur fasse référence à cette époque de sa vie et à ce bus. Avec la